Bonsoir à tous. Je suis Frédéric Potier, je suis le délégué général de Région de France. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir au dernier étage de nos locaux, même si ce rooftop ne nous appartient pas. On a souhaité proposer à l'ensemble des partenaires de Région de France, que je remercie, de faire une fois par an un échange, une conférence avec un orateur inspirant. Et donc cette année, on a pour cette première souhaité inviter à nos côtés Raphaël Liurka, qui est donc à ma droite, qui Bonsoir est donc communicant, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès, et qui a rédigé, c'était quoi, il y a 6 mois, en octobre, un rapport que vous trouverez en face de vous dans votre dossier qui s'appelle « L'imaginaire territorial des marques », en copartenariat entre la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Terram, et l'Institut Terram, pardon. Et donc, je lui laisserai la parole tout à l'heure. Et donc, on a souhaité commencer par Raphaël et rebondir avec deux intervenants que je remercie chaleureusement, deux partenaires. Sylvain Boucher, qui est donc directeur stratégie France de Veolia, voilà, qui est juste à la droite de Raphaël, et William Orkwijk, qui est DG d'Engie Green, et qui, enfin, tous les deux d'ailleurs, se sentiront très libres de réagir à la fois sur les propos de Raphaël et sur la vie de leur entreprise. Moi, j'avais noté dans la préparation que c'était deux acteurs majeurs avec un fort impact territorial, que ce soit Veolia ou Engie. Moi, j'avais noté que c'était des marques mondes, mais vous m'avez tout de suite corrigé tout à l'heure en disant non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, donc très bien, vous pourrez le faire avec vos mots. La première question que je voulais poser à Raphaël, c'est, on va pas faire semblant de se vous voyez, hein, parce qu'on se connaît depuis quelques années. Comment en es-tu venu à travailler à cet imaginaire territorial des marques? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les grandes thèses de ton rapport, donc publié il y a quelques mois? Raphaël. Frédéric, bien, bonsoir à tous. C'est très agréable de vous voir avec des lunettes de soleil, ça donne quelque chose de très estival. On se croirait un peu à Cannes. Hein. On est totalement à Cannes, avec une vue encore plus exceptionnelle d'ailleurs. Moi je travaille à la Fondation Jean Jaurès sur, en gros, la façon dont les marques ont des liens avec la société, et la cité avec un grand C. Et dans ce cadre-là, j'avais publié en septembre 23, parce que l'origine du rapport, il en est là, un essai qui s'intitule « Le roman national des marques », qui regardait la façon dont les marques racontaient la France. Et en partant d'une étude réalisée avec l'Institut de sondage IFOP, qui avait montré quelque chose d'assez stupéfiant, quand on pose la question aux Français « Qui raconte le mieux la France ?», alors on précisait les idéaux, les valeurs, l'histoire, les grandes représentations, etc. Eh bien, alors, on donnait la possibilité aux Français de choisir parmi une liste de 10 types d'acteurs génériques. Politique, entreprise, intellectuels, écrivains, humoristes. Il y avait 10 types d'acteurs. Et lorsque Jérôme Fourquet envoie le sondage, juste avant, il dit on va peut-être rajouter une 11e catégorie juste pour voir. Il pensait que ce serait résiduel. Mais en fait, c'est cette 11e catégorie qui arrive en numéro 1. C'est personne. Quand on demande aux Français qui raconte le mieux la France, en première catégorie, c'est personne. Et donc là, on s'était dit il y a quand même un sujet de cette perception, alors, qui est valable dans toutes les catégories sociodémographiques. On a fait tourner le modèle, hein. Quelle que soit la CSP, quel que soit le lieu d'habitation, quel que soit le niveau de diplôme, c'est à chaque fois la catégorie personne qui arrive en numéro 1. Donc le grand enseignement, c'était il y a un déficit de compteurs nationaux. Et donc, dans un deuxième temps, j'ai pensé cette étude comme une sorte de spin-off, comme on dit dans le monde des séries. C'est-à-dire, au fond, là, c'était sur la représentation de la France et de la nation. Mais qu'en est-il de la représentation des territoires? Et donc, je me suis attelé à regarder ce que j'ai appelé l'imaginaire territorial des marques, c'est-à-dire, au fond, la façon dont les marques... Alors, je définis tout de suite marque, parce qu'on a eu une discussion entre nous tout à l'heure, mais qui est en fait tout à fait importante d'avoir dès maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle marque? Eh bien, moi, j'ai une définition en fait très sémiotique, c'est-à-dire, au fond, c'est juste l'émanation symbolique d'une entreprise. Voilà. C'est-à-dire c'est l'ensemble de ces représentations, l'ensemble de ces récits, l'ensemble de ces images, l'ensemble des discours qui sont construits par une entreprise. Et donc c'est en cela qu'on peut parler de marque pour des entités comme la Poste, comme des activités de services publics, qui par ailleurs dépassent très largement des activités commerciales. Et donc j'en viens donc à la thèse de cette étude, qui consiste à dire
au fond, quand on regarde la définition du territoire par les géographes, et notamment un géographe qui s'appelle Alexandre Moine, il dit en fait le territoire, c'est l'interrelation de trois choses. C'est un espace géographique, c'est un ensemble d'acteurs qui pèsent sur cet espace géographique, et puis c'est un ensemble de représentations de cet espace géographique. Donc c'est à la fois, donc le territoire se retrouve à l'intersection des trois. Et donc ma thèse, c'est de dire, eh bien, il existe aujourd'hui de nouveaux acteurs qui précisément produisent des représentations de tout un tas de territoires et sur lesquels il faut compter. Et donc ça change un certain nombre de choses, parce que pendant en fait assez longtemps, le système était fixe, c'est-à-dire au fond qui représentait les territoires. Donc il y avait d'abord les acteurs territoriaux eux-mêmes, c'est tout ce qu'on a appelé le marketing territorial, c'est-à-dire au fond les villes, les régions, les départements ont la main sur le slogan, l'image, tout l'imaginaire qu'on peut construire sur tel ou tel territoire. Et puis évidemment il y a tous les acteurs médiatiques, la télévision. Quand on demande aux Français, c'est des études par ailleurs que j'ai menées, c'est quoi la case télé qui représente le mieux les territoires aujourd'hui, bah c'est le bonheur est dans le pré. C'est quand même très intéressant, comme et des racines et des ailes qui arrivent en numéro 2. Non, mais c'est quand même très intéressant. Donc évidemment, tous les objets télévisuels contribuent à porter des représentations. Et depuis, alors j'allais dire récemment, donc ça il faut le dater, le tournant territorial des marques, il y a eu un devenir terroir dans le discours des marques. C'est-à-dire que jusqu'ici, si je reprends une métaphore de patinage artistique, d'un territoire que je connais bien, moi je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc j'ai fait 20 ans de patinage artistique, qui est un peu le sport local. Tout ça est vrai, hein. C'est tout pas pour le vrai. Bonheur de vous raconter Serge ça, tout ça est vrai. qui arrive et qui raconte n'importe quoi. Non, pour la métaphore de patinage artistique, c'était de dire, jusqu'à présent, le territoire, c'était une figure libre de la représentation publicitaire. Au fond, et on voyait bien les acteurs du tourisme, de la mobilité ou de la gastronomie, en fait, étaient surreprésentés dans la façon de représenter le territoire. Et en fait, c'est devenu, au tournant des années 2018-2020, une figure imposée. C'est-à-dire, au fond, et c'est extrêmement surprenant de voir ça quantitativement, tous les secteurs confondus, tout un tas de marques, à toute échelle, tout secteur, l'assurance, la grande distribution, le transport, et y compris les acteurs américains, on y reviendra peut-être, se sont mis à produire des discours sur les territoires. Bon. Et donc, toute l'étude consiste à savoir, premièrement, pourquoi, deuxièmement, comment, parce qu'en fait, j'essaie de regarder qu'il y a plein de façons de représenter les territoires, et j'essaie de les classer dans les types d'imaginaires produits. Et puis, dernière réponse, c'est pour quels effets sociopolitiques. Parce que moi, je me place d'un point de vue à la fois à deux jambes, hein, d'un point de vue de communication et aussi d'un point de vue plutôt de citoyen ou plutôt de représentation de politique. Quels effets ça produit sur les représentations des territoires, sur les gens et sur la façon dont on pense telle ou telle réalité. Voilà. Alors peut-être d'abord sur le comment. Alors nous, il y a un slogan qu'on aime bien, Région de France, c'est, je crois que c'était Leclerc qui avait utilisé une marque comme ça, qui disait « Nos régions ont du talent ». C'est vrai qu'on l'utilise de temps en temps. Ce tournant de la territorialisation des marques, c'est quoi? C'est la fin des années 90. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples? Et puis des exemples, alors il y a un certain nombre de partenaires de Région de France qui sont là. On évoquait tout à l'heure la Poste, mais il y a aussi la SNCF, etc. Ce tournant, il a été assez généralisé, y compris pour des sociétés très ancrées sur les territoires français, mais qui n'assumaient pas forcément ce regard-là. Alors, le premier gros acteur qui vraiment pense de façon stratégique la représentation de ces territoires, et ce n'est pas tout à fait un hasard que tu parles de Michel-Édouard Leclerc, c'est la grande distribution. C'est au moment de la création des marques distributeurs, il y a en fait l'apparition quasiment concomitante des MDD terroirs, qui consiste à dire, en fait, dans le raisonnement marketing, alors tout ça est testé d'un point de vue consommateur, etc., mais pour pallier à la différence de qualité perçue, parce qu'on crée des marques distributeurs qui sont en fait moins chères, pour pallier à ça, on va faire une représentation du territoire ou du terroir pour dire, en réalité, il n'y a pas de perte de qualité. Donc ça, premier élément, un acteur très important, c'est la grande distribution, et qui, depuis nos régions du talent, depuis Reflet de France dans les années 90 chez Carrefour, comprennent qu'il y a tout intérêt à aller puiser dans les représentations des territoires pour, au fond, gagner en qualité perçue pour leurs produits. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose contemporaine. C'est-à-dire que vraiment, autour de 2018-2020, il se passe quelque chose au monde publicitaire. Moi, j'y vois deux raisons. La première raison, c'est plutôt des raisons de marketing, de consommation,
qui consiste en fait à montrer qu'à partir de ce moment-là, il y a tout un tas d'études qui sortent sur le thème. En fait, les consommateurs se sentent mal représentés dans la réalité des publicités. En fait, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire que les reproches adressés au monde politique, on les retrouve exactement dans les reproches adressés au monde publicitaire. Parisiano-centré, hors sol, qui ne représentent pas ma réalité de mon quotidien. Et donc, il y a tout un tas d'études qui commencent à sortir sur le thème. En réalité, les marques seraient bien inspirées. Donc là, il y a un chiffre qui me vient, c'est celui de CSA pour l'agence Havas Paris. 85% des Français disent en fait les marques seraient bien inspirées de s'inspirer de tout ce qui se passe en dehors de Paris, des très grandes villes. Donc là, il y a un premier reproche qui est celui du marketing et qui consiste à dire en fait pour créer des leviers d'authenticité, avec cette malheur authenticité qui explose dans les années post-2015, en réalité, il faut se réimprégner dans le territoire pour se créer des racines et créer un ancrage. Ça, c'est la première raison plutôt consommatoire. La deuxième raison est plus politique. C'est qu'on constate quand même que dans cette période, il y a une très importante spatialisation des grandes questions politiques. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, toutes les grandes questions qui travaillent la société sont traduites sur des questions territoriales. C'est-à-dire que la question de la montée du populisme, du ressentiment vis-à-vis des élites, la question de l'éloignement des services publics, etc., sont traduites, et on peut citer un certain nombre de travaux. Alors, Christophe Guilluy a marqué ce tournant-là, en parlant de France périphérique. Jérôme Fourquet, quand il parle de l'archipel français, il spatialise, il géographise une question politique. Et donc, il y a l'émergence, et à ce moment-là, et concomitante en plus, c'est Gilets jaunes, et donc il remet la question de l'éloignement des territoires, etc. Il y a cette question politique de, au fond, la question du territoire et de la géographie est centrale et nodale dans la question de répondre aux grandes questions de la cité. Et donc, à ce moment-là, donc moi, c'est l'une des grandes questions que je travaille au-delà de la question des territoires, c'est à chaque fois cette question de la capacité des marques à s'emparer, au fond, de manques, de faiblesses, perçues du monde politique pour en proposer des réponses parfois symboliques, parfois extrêmement concrètes, pour pallier aux défaillances perçues du politique. Et donc, au fond, le raisonnement, c'est de dire, puisque le politique n'arrive pas à lui tout seul à répondre à cette question des territoires, et bien les marques vont à leur tour proposer un certain nombre d'éléments de réponse, que ce soit sur le plan, encore une fois, de la représentation. On va mettre, pour schématiser, des agriculteurs en 4x3 dans les métros quand on a une marque comme Carrefour ou comme Leclerc, mais aussi de façon beaucoup plus concrète. Et c'est toute la question de la responsabilité territoriale des entreprises. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tout un tas de marques se disent on est implanté dans les territoires, en tant qu'acteur, on a une responsabilité vis-à-vis de toutes les questions qui traversent ce territoire, bien au-delà de notre activité économique stricto sensu. Est-ce que ce n'est pas aussi une valeur refuge, le territoire ? C'est-à-dire dans un monde où on est traversé par les crises identitaires, les crises économiques, les crises internationales, est-ce qu'au fond, voire même la crise de la famille, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le seul endroit où on peut retrouver une forme d'authenticité, de repère, de valeur, est-ce que ce n'est pas ça, ce territoire, et que du coup les entreprises, les marques essayent de surjouer cette empreinte, cette intégration territoriale ? Alors ce qui est très frappant, c'est que le territoire s'est imposé comme l'élément de discours ou l'élément d'imaginaire absolument consensuel et qui coche en fait toutes les cases des problèmes de la société. Le vivre ensemble. Précisément, dans un moment où on se dit fragmenté, polarisé, etc., c'est encore dans les territoires où on trouve des façons de vivre en commun. L'écologie, où on le voit bien. Il y a les chiffres d'ailleurs, je ne veux pas empiéter sur votre enquête évidemment, mais j'ai regardé les chiffres, l'enquête sur l'acceptabilité des éoliennes par des populations. Comme par hasard, ce sont les riverains, et vous me corrigez si je me trompe, mais si j'ai bien compris, ce sont les riverains qui sont systématiquement, en termes d'acceptabilité, au-dessus des moyennes nationales. Les riverains, des éoliennes et des grandes infrastructures énergétiques. Démocratie. On le sait, quand on regarde le baromètre de confiance que sort tous les ans, notamment la Fondation Jean Jaurès avec l'Institut de sondage Ipsos, quand on voit le taux de confiance des députés européens, du gouvernement, des députés de l'Assemblée nationale, c'est systématiquement le maire qui apparaît comme la figure de proximité et qui suscite le plus de confiance. Donc là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, le local coche toutes les cases, et y compris sur tout le spectre politique. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça devient une sorte de, alors tu disais tout à l'heure, valeur refuge, en tout cas un endroit où, au fond, quelle que soit son appartenance politique et quel que soit son problème, ça apparaît comme une solution. Et donc, effectivement, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les marques ont compris que c'était
alors pour le coup un territoire, hein, c'est le jargon qu'on utilise en communication, c'est un élément de discours et d'imaginaire qu'il faut investir pour recréer de la proximité avec ses consommateurs. Juste dernière question, comme ça permettra de faire les rebonds avec nos amis, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à vouloir tout territorialiser? Est-ce que dans cette représentation un peu marketing des territoires, ça risque pas, n'empêche, de figer la France, nos régions, nos collectivités territoriales dans une vision assez passéiste ou folklorique, puisqu'on voit bien que c'est dur de travailler avec la police derrière, mais on voit bien qu'avec ces stratégies de territorialisation, on retombe, ou il y a un risque quand même de retomber dans des clichés. Voilà. Est-ce que pour toi, c'est pas sans danger quand même cette stratégie-là? Ce n'est pas sans danger quand c'est mal fait, effectivement. Moi, j'ai regardé très attentivement les types d'imaginaires produits par les marques quand elles représentent les territoires. Et systématiquement, c'est effectivement, à de très rares exceptions près, la très grande majorité des imaginaires produits sont des imaginaires recyclés qui confortent, qui enferment. Par exemple? Alors, je vais prendre des exemples et je vais même aller au bout de la démonstration en prenant des exemples sur lesquels on pourra tous taper de marques étrangères. Parce que ce qui m'a vachement intéressé, c'est la façon dont des marques étrangères, pour le coup américaines, ont compris qu'il fallait passer par des représentations de territoire pour créer l'acceptabilité sur leur modèle. Deux exemples qui m'ont vraiment frappé. Premier exemple, c'est Burger King. C'est-à-dire pour masquer à la fois l'ADN américaine de la marque, mais aussi toute la représentation de la fast-food et de la malbouffe qui sont associées, ont compris qu'il fallait en fait créer des imaginaires du terroir, en tout cas créer, instrumentaliser, en lançant pardon, les masters gourmets. En fait, c'est très simple, ils changent les ingrédients à l'intérieur et ils vont dire là, on va mettre du piment d'Espelette et donc on va être un burger basque. Là, on va mettre du fromage raclette et donc on va être un burger montagnard. Et donc à chaque fois, c'est accompagné, alors à grand renfort de discours publics sur le thème, on va en fait être le porte-voix des territoires en redorant la fierté de tel ou tel terroir. Bon. Le deuxième exemple qui me semble plus grave, parce qu'en fait là, on sent les stratégies de relations publiques, c'est le cas d'Airbnb. Pour simplifier, mais vraiment si ça vous intéresse, tout est dans l'étude, y compris avec des images à l'appui, etc. Airbnb, vous l'avez suivi, contesté dans les villes. Alors, suite à la mairie de Paris, il y a tout un tas de grandes villes en France qui cherchent à réguler, voire interdire Airbnb pour contrer les effets négatifs de leur modèle. Eh bien, plutôt que d'y répondre pied à pied sur les arguments déployés, en fait, ils ont, depuis le confinement et depuis 2020, fait toute une stratégie, la stratégie d'une marque somewhere, c'est vraiment une marque avec des racines, en essayant de faire démonstration qu'Airbnb était en fait l'opérateur de création de richesse au plus près des territoires, y compris avec les opérateurs publics. Ils ont lancé des partenariats avec l'Association des maires ruraux de France, avec des chiffres massus qui consistaient à dire 90% des villes de moins de 1500 habitants n'ont pas d'infrastructure hôtelière. Et donc, Airbnb, naturellement, est le partenaire du développement touristique et donc économique des territoires les plus ruraux. Et donc, là où c'est très, très habile, c'est qu'en fait, on est totalement dans ce que j'appelais moi l'imaginaire écran. C'est-à-dire, d'un côté, l'écran, c'est ce qui nous permet de projeter un imaginaire extrêmement désirable d'une marque au service du territoire, des petites villes, etc. Et d'autre part, ça sert en fait à invisibiliser, on fait écran A, tout ce qui cause problème par ailleurs. Et donc, la stratégie, pour la résumer, c'était de dire on passe par les campagnes pour décourager le législateur ou telle ville ou tel décideur public d'accroître ou d'accentuer la pression législative sur leur modèle. Donc on le voit, et donc je terminerai juste par là sur ta question, la question des imaginaires territoriaux fait l'objet de tout un tas d'instrumentalisation de la part, là en l'occurrence, d'acteurs étrangers. Et donc moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est d'une part, j'alerte moi, les décideurs publics. Oui, c'est vrai qu'on crève de chaud avec ça. J'allais dire, on va tirer le décor région de France pour vous mettre complètement à l'ombre. Et donc, je te laisse terminer. Ouais. Les 2 points, c'est un, décideurs publics, vous n'êtes plus les seuls à construire des imaginaires territoriaux, vous devez aussi capitaliser sur ceux construits par les marques. Et deuxième point, vous autres marques, ne vous laissez pas avoir par des gros mastodontes internationaux qui, eux, ont bien compris l'intérêt de construire des imaginaires territoriaux. Elles le font avec des objectifs de détournement, etc., que je viens d'expliquer. Je trouve ça dommage que ça puisse invisibiliser des imaginaires territoriaux de la part de très grandes marques. On a 2 exemples à côté de moi qui sont bien plus légitimes de le faire.
Ça permet de faire le rebond. Peut-être Sylvain Boucher d'abord. Tu es directeur donc de la stratégie de Veolia. Alors moi j'avais présenté ça comme une marque monde, mais je me suis fait corriger tout à l'heure. De par vos activités, je le rappelle, l'eau notamment, le recyclage des déchets, vous êtes sur des activités à très forte empreinte territoriale. Comment vous accueillez ces analyses de Raphaël sur la marque? Est-ce qu'elles sont pertinentes ou est-ce que pour vous le sujet se passe un peu à côté? Alors, notre approche sera nécessairement un peu différente. Pour nous, le territoire, c'est le fondamental. D'ailleurs, Veolia ne se définit pas comme une entreprise multinationale, Veolia se définit comme une entreprise multilocale. C'est l'accroche au territoire qui définit le fondamental de notre travail de proximité auprès de nos clients. Or, Veolia, pour rappeler simplement, en France, c'est 50 000 salariés, 20% de l'activité de l'ensemble du groupe. 3 métiers, les métiers de l'eau, l'eau potable, l'assainissement, les déchets, le recyclage que tu évoquais, mais aussi la collecte, traitement des déchets industriels dangereux, des activités industrielles, des activités publiques, et les énergies de proximité. Et nous, notre credo, c'est comprendre la vie du territoire, comprendre la stratégie du territoire, comprendre les grands axes qui font que le territoire est ce qu'il est. Donc c'est la sociologie, l'histoire, les besoins issus de la géographie, des ressources sur lesquelles elle travaille, les risques, mais aussi les opportunités. Les risques, par exemple, en départ d'activité économique par insuffisance de ressources. Les opportunités, bénéficier d'une attractivité qui se déploie par une volonté de développement économique par des décideurs publics. Donc comprendre la stratégie des décideurs publics et voir dans quelle mesure notre stratégie peut matcher avec la stratégie des décideurs publics pour proposer des solutions locales. Alors, il est clair que l'eau en France ou l'eau aux États-Unis, c'est la même. Les technologies, ce sont les mêmes, mais la façon de les mettre en œuvre seront radicalement différentes. Et elles se font dans un contexte qui, je le rappelle, prend en compte l'histoire, la culture, la géographie et la politique du territoire. Et donc cette logique de marque, pour nous, elle a simplement comme intérêt de pouvoir argumenter sur le fait que si c'est Veolia qui est choisi, c'est une bonne solution, c'est une solution qui rassure, parce qu'il n'y a jamais eu d'échec. Ça fonctionne, c'est sécure, c'est solide. Et en même temps, c'est des réussites très localisées. Là, je regardais dans le rapport ou le document que vous avez tout juste fait paraître, je crois, pour les élections municipales. Qui est paru début mars, oui. Qui est paru début mars. À chaque fois, il y a cette volonté de s'inscrire dans un récit local et de donner des exemples locaux. Là, au hasard, page 49, la communauté urbaine de Creusot, Monceau. Voilà. On voit aussi qu'il y a des exemples de la Nièvre, etc. Enfin, à chaque fois, vous essayez de faire la compilation des actions réussies au niveau local, mais quelque part, ça touche aussi au récit qu'évoquait Raphaël, ou je me trompe complètement? N'hésitez pas à le dire. Hein, si... pas totalement. Le récit que l'on essaie d'apporter, c'est pas trouver un identifiant qui permette de dire que ça va matcher avec le territoire. C'est comprendre le territoire pour faire en sorte que notre solution soit parfaitement intégrée dans le territoire et qu'elle soit customisée au territoire. Peut-être William, deuxième rebond avec NJ Green. On évoquait tout à l'heure les questions d'acceptabilité des grands projets. C'est un sujet qu'on est en plein dans l'actualité avec le vote d'un amendement sur l'éolien et le photovoltaïque à l'Assemblée nationale. Voilà, comment vous travaillez ces questions à la fois d'acceptabilité auprès des citoyens, ces questions d'image et ces questions d'action sur des territoires qui peuvent être très différents et en même temps des solutions à apporter au plus près du terrain? Merci, bonsoir à tous. Peut-être avant de répondre, comme tu viens de le faire, Sylvain, dire quel est mon point de vue. C'est important. Le groupe Engie, il produit, il déplace et il vend aux clients de l'énergie, tout en essayant que la consommation soit la plus pertinente possible, donc en réduisant son impact. Donc quand on rapporte ça au territoire, on produit beaucoup en ruralité, on transporte en connectant les territoires, souvent les sites de production, gaz vert, hydro, nucléaire, centrale à gaz, ça peut être plein de choses,
avec les sites de consommation qui sont souvent des sites de métropole urbains, et ensuite on vend à des gens qui habitent partout. Et on réduit beaucoup les usages, et surtout en milieu urbain. Moi, je voudrais aussi prendre la question que tu as posée à mon voisin. Qu'est-ce que ça m'évoque, ce que tu dis, Raphaël? Bon, vous avez tous lu les journaux, je mets les pieds dans le plat. Il y a eu le 19 juin, donc la semaine dernière, un amendement qui portait sur les énergies renouvelables, qui confine à un moratoire sur le développement des énergies renouvelables en France. Le texte est loin d'avoir touché son point final dans sa vie législative et on en appelle tous au sursaut dans la prise de conscience énergétique. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au fond, ce que tu disais, tu décrivais ce mouvement de retour du territoire pris par les marques, mais tout simplement, au-delà des marques, le retour du territoire dans le débat public. Et si je l'applique à l'énergie, ce constat, qu'est-ce que ça donne? L'un des problèmes qui sous-tend cet amendement, très radical, très subi, c'est qu'on a un rapport à l'énergie qui est invisibilisé, tu utilisais le terme, très déterritorialisé. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on consomme, mais on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement en ruralité que de consommer. Qu'est-ce que ça implique dans le traitement des déchets? Bon, nous, on le regarde beaucoup via le biométhane et son transport, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, on peut avoir un rapport à l'énergie où on dit je le délocalise. La conséquence, je la délocalise dans le golfe de Guinée. Je la délocalise en offshore, sur des plateformes d'exploration en mer du Nord. Je la délocalise au fond de l'Arctique. Mais ce que disent les énergies de la transition, dont les renouvelables, c'est non, en fait, tu vas les rendre visibles pour le meilleur et pour le pire. Et le pire, c'est l'amendement. Pour le meilleur et pour le pire. Et donc, pour nous, les énergéticiens, mais je pense que Sylvain, c'est la même chose chez vous, qui régénérait, qui décarbonait, qui traitait beaucoup aussi, et recyclait, l'impact, il est énorme. C'est-à-dire qu'on doit approcher un territoire de manière honnête dorénavant. Pas du tout, je fais un chèque, barre-toi, et pendant 30 à 20 ans, j'ai concession sur ton foncier, puis c'est chez moi. C'est ça, l'ancien monde invisibilisé de l'énergie. Aujourd'hui, c'est je viens approcher un territoire en disant que je ne peux pas ne pas faire avec lui. Je ne peux pas faire contre lui, puisqu'il va être le premier à le vivre. C'est tellement visible, c'est tellement évident, c'est tellement co-développé par nature, autorisé. Je veux dire, il faut aller chercher le foncier agricole, il faut aller chercher l'autorisation environnementale, il faut aller chercher d'abord l'autorisation du conseil municipal, il faut aller chercher le partenaire qui va être l'agence régionale énergie-climat d'Occitanie, par exemple. Je pense à mes collègues s'ils nous écoutent. Enfin, on ne peut pas le faire contre quand on rend l'énergie visible. Et c'est ça pour moi en énergie, le retour, si jamais il avait été caché, occulté, du territoire. Raphaël, ce retour du territoire incarné par oui. nos deux partenaires. Et je repartirai de l'amendement récemment voté. Parce qu'au fond, tout ce que je raconte, et c'est là que j'essaierai de plugger nos deux discours, pour le résumer, moi il me semble que si demain les marques se mettent efficacement à représenter les territoires et leurs habitants, ça contribuera à faire baisser le niveau de populisme dans le pays. C'est ça le lien que je fais directement. C'est-à-dire que il se trouve que pour un autre institut qui s'appelle Destin commun, j'ai fait une grosse enquête sur la ruralité. Et pendant 9 mois, on a fait beaucoup de focus group, on s'est déplacé dans les régions, on a fait aussi une grosse analyse quanti, etc., en sondage, pour regarder la façon dont les ruraux se définissaient, vivaient, quels étaient leurs problèmes, etc. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est l'un des problèmes, et j'y reviens, c'est le thème que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est celui de l'invisibilisation. On avait des chiffres totalement hallucinants sur la proportion de ruraux qui se sentent représentés correctement
à la télévision, dans les publicités, dans la littérature, au cinéma, dans les discours des hommes et femmes politiques. Ben, c'est à chaque fois extrêmement bas. Et donc cette question de la représentation, Pierre Rosanvallon, le sociologue, parlait il y a quelques années du Parlement des invisibles, qui est une très belle expression. Eh bien, il me semble que le Parlement des invisibles, le politique n'a pas l'apanage de ça, n'a pas le monopole de cette représentation-là. C'est-à-dire que précisément dans une société où le citoyen est un consommateur, eh bien, les marques aussi ont un rôle à jouer pour représenter fidèlement les problématiques, les préoccupations, les espoirs, les aspirations, mais au plus proche. C'est-à-dire que le consommateur n'existe pas, tout comme peut-être que la Gen Z n'existe pas. C'est à chaque fois ce facteur territorial qu'il faut absolument implanter, parce que avoir 18 ans à Saint-Pierre-Miquelon, avoir 18 ans au fin fond du Limousin, c'est pas tout à fait la même réalité en termes d'accès d'équipement, etc., etc. Donc bref, donc tout ça pour dire que, là, ce sont des ponts qui peuvent paraître lointains, mais en fait, je suis assez convaincu de ça. C'est-à-dire qu'il y a un rôle, il y a une responsabilité des marques dans les discours qu'elles tiennent sur la capacité à faire baisser le volume de ce populisme par la représentation qu'elles portent dans leurs différents discours. William, ouais. Oui, Frédéric, je voulais donc répondre à ta question sur l'acceptabilité. Mais il fallait d'abord poser le territoire là-dedans. Je pense que c'est pas le bon mot, pardon. Tu m'as autorisé à être un peu dans... Voilà. C'est pas le bon mot. C'est rendre acceptable, c'est rendre tolérable. En gros, c'est faire qu'on souffre pour une durée donnée, quelque chose que, en théorie, on réprouve. C'est ça, hein, la tolérance. Non, nous, ce qu'on cherche, c'est pas à rendre acceptable, c'est l'appropriation. Avant, on faisait de l'acceptabilité. Des mesurettes, de l'accompagnement, mais c'est plus l'heure de faire ça. Aujourd'hui, maintenant que l'énergie redevient visible, se reterritorialise, etc., via la décentralisation, il faut approprier. C'est quoi les leviers d'appropriation? C'est déjà être calme. Non, je fais 2 secondes de retape, mais on a demandé à Jérôme Fourquet et à l'IFOP d'interroger 12 029 Français. Et c'était le mois dernier. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'à 84%, ils sont globalement une opinion positive des énergies renouvelables. Alors peut-être l'éolien un peu moins, que le solaire un peu plus, et le biogaz est bien, mais l'éolien, il est tout à fait correct, hein, offshore ou onshore. Et comme tu disais, quand on est voisin d'un parc, les opinions positives font plus 10. C'est-à-dire que quand on démythifie, on dédiabolise, qu'on vit à côté du parc, eh ben on se l'est approprié. Et alors les leviers, c'est le calme, c'est de rappeler ça, c'est de prendre beaucoup de distance avec les représentations très médiatiques, très métropolitaines, très entre nous, entre soi, de certains dîners et de certains plateaux télé. Le calme et la distance, d'aller voir. 2, c'est de construire avec, donc aller travailler avec les SEM, aller travailler avec l'actionnariat citoyen, prendre des parts dans des SPV, aussi minuscules soit la part, c'est le début de quelque chose. Co-développer. Voilà, c'est pas co-détenir. Hein. Ça, co-détenir, c'est acceptabilité. Co-développer, c'est appropriation. Ça, c'est le niveau du dessus. Et puis, je vais m'arrêter, mais il y en aurait plein. Non, mais peut-être vous partager avec l'ensemble des membres présents ce que tu nous expliquais tout à l'heure en termes de porte-à-porte. Je trouvais ça assez fascinant en termes de méthode, qui est une méthode assez basique que politiquement les uns et les autres ont pu expérimenter dans leur vie politique et militante. Mais pour une entreprise, j'en étais assez surpris. Eh bien, moi, mercredi dernier, j'étais dans un village de 250 habitants, à cheval entre la Somme et l'Aisne. J'étais dans la Somme, donc chez Jean-Philippe Tanguy. 3 petits points. Et 9 fois sur 10, donc on fait des porte-à-porte toute la matinée, toute l'après-midi. Le maire a prévenu de notre passage et on tape aux portes. Un mercredi, on a une probabilité plus forte que les gens ouvrent leurs portes. Et on s'assoit, prendre le café ou pas d'ailleurs, et on est juste là pour leur dire, voilà, on est les développeurs d'un projet. En l'état, c'est un projet de renouvellement, ce qu'on appelle le repowering. On démantèle, on reconstruit, il y a un parc qui existe depuis 20 ans. Donc les gens se sont habitués et se sont véritablement appropriés l'éolienne. Et puis on va de porte à porte et on fait toutes les rues du village et on demande à tout le monde ce qu'ils en pensent et on écoute.
En fait, on écoute ce qui nous est dit. Et on ne parle pas d'énergie, on ne parle pas de climat, on ne nous parle pas de CO2, on ne nous parle pas de choses comme ça. On nous parle... en fait, les gens déversent leur colère, qu'ils ne peuvent pas exprimer autrement que dans ce cadre-là. Et on ne parle plus d'éolien. C'est assez passionnant. Et je crois que c'est comme ça qu'on fait... C'est une méthode quasi sociologique, en fait. Je pense que c'est un exemple concret. Tu m'y pousses, Frédéric, à vous le rendre visible. C'est le mot du jour. Mais on essaye, en fait, quand on fait un développement économique d'infrastructures de très long terme avec un territoire, que ce soit du biogaz, de l'éolien, du solaire, ce genre de choses, un réseau de chaleur, un réseau de froid. Tu disais qu'on faisait de l'histoire, qu'on faisait de la sociologie, mais c'est exactement ça, on fait de la sociologie. Tu voulais réagir, Raphaël, et puis après j'aurais une question peut-être pour Sylvain. Oui, ça me fait penser... Je vois nos amis qui sont en plein soleil, là, qui sont en train de souffrir un peu. Raphaël. Ça me fait penser à un rapport qui a été récemment publié à la Fondation Jean Jaurès, coécrit avec PMU. Et en fait, ça me fait exactement penser à ça. C'est-à-dire que PMU a eu l'intelligence de dire, en fait, il se passe des choses dans nos PMU, des discussions, des coups de colère, qui peut-être peuvent valoir la peine d'en faire une sorte d'observatoire. Et donc PMU a lancé une sorte d'expérimentation qui consiste à dire, en fait, on va faire venir des sociologues, des sondeurs, des gens pour observer qu'est-ce qui se passe dans nos PMU. Et alors après, tout le discours, c'est autour de dire le PMU comme cœur battant d'une France qui est invisibilisée ou insuffisamment portée à l'échelle nationale. Donc ce qui me fait dire que en fait, cet angle-là, quasiment, alors soit sociologique, soit psychanalytique, j'en sais rien, mais il y a quelque chose entre le divan et le sondage qui est quand même intéressant. Et le PMU ? Et le PMU, oui, alors le PMU étant peut-être les deux à la fois. Voilà. Non, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est l'une des voies les plus fertiles dans les années à venir pour les marques. C'est-à-dire se ressaisir de cette question, de prendre le pouls, pas juste être l'apporteur de solutions techniques, mais prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, il me semble que c'est très important. Peut-être une question pour Sylvain, parce que là, on a bien compris que c'était une publication tournée vers les élections municipales. Est-ce qu'il faut que je comprenne que pour les élections régionales, vous entendez faire quelque chose de similaire, qu'on anticipe ou qu'on n'écrive pas la même chose ? Sans doute. Je rebondis sur ton propos. L'écoute, la présence sur le territoire, elle est absolument fondamentale. Elle passe par beaucoup de méthodes différentes, mais c'est surtout le fait de considérer qu'il y a des populations qui y vivent et qu'elles méritent d'être écoutées. Ça passe par la participation à la vie associative. Pas effectivement participer aux événements, être présent. Ça veut dire donner de son temps, voire s'impliquer soi-même. Ça veut dire trouver des occasions, comme tu l'as évoqué dans ta démarche de porte-à-porte, les journées du patrimoine. C'est vrai qu'une station de potabilisation, un incinérateur, ça ne fait pas vraiment patrimoine historique. Cela étant, profiter de ce genre d'occasion pour ouvrir les portes, laisser les gens venir, poser leurs questions, se faire expliquer les choses. Non seulement ça permet de les écouter, de les laisser parler, de dégonfler la colère qu'ils pouvaient avoir parce que les camions passent devant chez eux ou ce genre de choses, mais surtout de comprendre à quoi ça sert et d'avoir la perception du fait qu'ils sont respectés. Comme leur tourne, et je vois que certains nous quittent déjà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires, des témoignages avant qu'on profite du cocktail qui est derrière ? Non ? Ouais, allez-y. Je veux bien, pour meubler, tant que les questions viennent, mais en guise de conclusion. Une fois qu'on a rappelé les fondamentaux, une éolienne, son périmètre, je prends l'éolien parce que c'est bien visible et bien polémique. Une éolienne, son périmètre de jeu, c'est 250 habitants, village, non ville, ruralité, majoritairement agricole. 250 habitants. Un parc moyen, c'est 5 mâts, 5 turbines. Une turbine en fiscalité locale, c'est 10 000 euros par an. 50 000 euros. Le remplacement du tracteur du cantonnier, c'est 50 000 euros. Le City Stadium, c'est 80 000 euros. La rénovation de la toiture de l'église, c'est 250 000 euros. De manière décentralisée,
multiples, volumétriques. Qu'est-ce qui jamais permettra de faire ça? Il y aura peut-être un hangar Amazon par département? Une usine dans le canton pour les plus heureux? Qu'est-ce qui jamais rapportera la fierté de la production? La relocalisation industrielle en ruralité. En fait, les renouvelables, moi, ma fierté, c'est de contribuer à mon humble niveau à une relocalisation industrielle. Et si on fait tout ça, alors, et qu'on y ajoute l'acceptabilité, le niveau supérieur à l'appropriation, alors, en guise de conclusion, j'y viens, on pénétrera l'imaginaire dont il est question. Et je vous donne un exemple. Quand vous prenez l'autoroute, que vous avez franchi l'A10, le péage de Saint-Arnoux, que vous décidez de prendre à gauche vers Bordeaux, l'Auvergne, la Touraine, et pas à droite la 11 vers la Bretagne, etc., les Pays de la Loire, vous avez un panneau, la Beauce, panneau marron, là, patrimoniaux. Et ce panneau, il dit quoi? Il y a une poule d'eau, quelques herbes folles, un moulin, une éolienne. Ça, c'est l'objectif de l'appropriation. On a pénétré l'imaginaire, l'inconscient de la région. C'est une réussite. Merci beaucoup. Je sais pas, Raphaël, un mot de conclusion. Sylvain aussi, peut-être. Je vous laisse le premier mot. C'est pas obligatoire. Hein. C'était peut-être plus un complément à ton propos. Il faut aussi que ça participe à un projet de l'entreprise. Je lisais tout à l'heure, Veolia, c'est 50 000 salariés en France. La plupart des partenaires qui sont là représentent eux aussi des populations significatives sur le territoire. Si ça fait partie du projet d'entreprise, si ça fait partie de cette volonté, pour Veolia, ça se traduit par le fait d'avoir décidé d'insérer dans ses statuts une raison d'être, dans lequel la raison d'être, c'est justement d'être un acteur de la transformation écologique partagée pour les territoires, dans le respect des territoires et dans le respect des cultures locales. Dès lors que ça participe au portage d'une fierté individuelle de chacun des salariés sur le territoire, c'est autant de commerciaux qui, à un moment donné, passent un discours, font valoir une fierté et contribuent à cette appropriation et à cette logique de présence et de marque, comme tu l'as définissé au début. Raphaël, un mot, ou alors ta prochaine étude, si tu veux faire du teasing. Ah, j'hésite encore. Non, le mot de conclusion, c'était et c'est d'ailleurs pour reboucler sur la question des risques. On a beaucoup parlé de greenwashing, il y a aujourd'hui un autre risque qui apparaît, c'est celui du terroir washing. Et à l'inverse, moi, en fait, ce que je constate, c'est une sorte de disproportion entre les acteurs qui ont pour le dire autrement, les acteurs qui ont le moins de racines sont ceux qui le communiquent le plus aujourd'hui. Il est vraiment les exemples de marques américaines, moi, me stupéfient. J'aurais pu en citer d'autres, j'aurais pu parler de Netflix, j'aurais pu parler de tout un tas de marques américaines. Je me félicite que des mastodontes qui n'avaient pas forcément toujours communiqué sur les territoires, je pense à La Poste, qui a quelques années a changé sa signature sur la proximité. C'est un métier qui redécouvre toute la notion d'accompagnement à travers ces centaines de milliers de postiers. Les banques, la façon dont les banques se redécouvrent comme des caisses régionales et pas juste des banques nationales, etc. Je me félicite que tout un tas de gros acteurs qui pèsent pour de vrai dans les régions commencent à produire des discours, parce que ce serait quand même dommage de le laisser à des acteurs qui n'ont aucun ancrage territorial. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Et je vous propose de profiter de cette vue sur la Tour Eiffel, qui est un ancrage territorial très fort de nos bureaux et de Paris.